c'est le mois de la couleur, c'est comme au BHV, il y a le mois du blanc, là c'est le mois de la couleur. Alors, les couleurs de l'automne, c'est plutôt le rouille, le rouge, le marron. Non, moi j'ai choisi le jaune. Le jaune, est-ce que c'est la couleur de l'automne? Peut-être pas, mais en tout cas c'est la couleur que j'ai choisie. Et quand j'étais petite, on disait que c'était la couleur des cocus. Je ne sais pas si ça se dit encore maintenant. Il faudrait que je demande à mes nièces et neveux la couleur des cocus maintenant. Je ne sais pas si elle a changé. Voilà, donc je vais vous lire, je suis désolée, c'est encore un passage d'enfance, mais c'était le seul où il y avait de la couleur jaune. Je n'écris pas que sur l'enfance, mais on m'a demandé de la couleur, on va en avoir. Voilà. Notre saison préférée à Else et à moi était de loin l'été. Passé le 1er juillet, les jours se dilataient à perte de vue jusqu'en septembre. Un temps infini s'étendait devant nous. De même, pendant les moissons, la plaine alentour n'en finissait pas de jaunir sous le soleil. Les parcelles moissonnées étaient d'un jaune franc, celles de blé mûr étaient beige-brun. On accompagnait les parents et on restait la journée, Else et moi, accroupis dans le champ, parmi l'or des brins de paille coupés. Partout alentour, une poussière bistre qui colportait une odeur de pain. On ne rêvait pas, même les parents le disaient, ça sent le pain. Écrasé de chaleur, 3 heures de l'après-midi, à faire quoi dans l'air immobile et brûlant de juillet? En apparence, on ne faisait rien. En réalité, on cartographiait notre avenir. L'étendue de notre vie future se déroulait devant nous comme la plaine jaune et brumeuse, gorgée d'odeurs de blé. On restait des après-midi entiers à la mener, la vie contemplative. Else et moi, on les attendait, les moments jaunes, comme un temps fort de l'année. Quand ils arrivaient, on faisait corps avec eux. L'été, rien n'était comme pendant les autres moments de l'année. On avait le temps de tout, c'était un temps plastique. Le meilleur pour les expériences qui se faisaient à ras de terre avec 3 fois rien, juste quelques brins de paille et partout alentour le jaune qui éclaboussait jusqu'à l'horizon. Accroupis dans le cercle de nos genoux, on était un rendez-vous d'affaires, on traitait avec la minuscule vie qui gigotait entre les brins de paille. Une sauterelle grêle et verte qu'on essayait d'attraper dans un bocal, on n'y arrivait pas. 3 fourmis orphelines, on prenait leur indifférence pour du mépris, on leur cédait malgré tout le passage. On avait le droit de vie et de mort, contrôleur des fraudes et des frontières, tout puissant, dans notre domaine de terre sèche. L'argile craquelée dessinait un puzzle autour de nous. On était concentré sur le très petit. On le maîtrisait, on savait le nommer. Mais quand soudain on levait la tête, l'heure de la plaine et de l'après-midi nous donnait le vertige. On ne savait pas au juste ce qu'on était en train de faire, mais on savait que c'était important. Dans l'échelle des valeurs, des actes de notre vie, manger, jouer, faire ses devoirs, rester accroupi, des après-midi entiers dans le champ, arriver en premier, avec Fouillé. Le même vacarme, pardon, je saute, je vais un petit peu plus loin, je coupe. Un jour, dans le champ, on avait vu la voisine. Elle venait aider les parents pendant les moissons. À la ferme, il ne passait jamais beaucoup de monde. Alors les rares personnes qui passaient, Else et moi, on ne les ratait pas, on les gobait. La voisine surtout. À cause du soleil de juillet, on avait plissé les yeux. La silhouette nous était d'abord apparue, irradiée de jaune, puis on l'avait reconnue, avec son fichu sur la tête. Une femme campée, une terrienne. À cause de l'été continental qui brûlait le champ, elle était venue en tablier. Dessous, elle devait n'avoir que des sous-vêtements. On voyait la silhouette avec le tablier, les bras nus, charnus, brunis par l'été. Les bras fermes, assez épais. Else et moi, on aimait bien la matière et la couleur de ses bras. Dans l'échancrure de son tablier, dans le décolleté, on lui voyait une crevasse noire qui lui séparait les 2 seins. La vallée profonde, Else et moi, on la gobait encore plus. La crevasse en contre-jour séparait 2 mottes de chair, luisantes et brunes. On regardait, on était hypnotisés. Toutes les 2 en même temps, on se demandait comment c'était dessous les paquets de chair ferme et moite quand elle marchait. Voilà. Donc la couleur jaune. Alors, pas la couleur des cocus ici, la couleur du blé. Et cette couleur, j'ai fait un peu comme un peintre. J'ai comme un peintre qui prendrait un tube de jaune et qui appuierait à fond sur son tube avec les mains et les pieds et qui en mettrait partout. Et ben moi c'est un petit peu pareil, j'en ai fichu partout du jaune jusqu'à l'horizon. Ces petites filles, elles baignent dans le jaune de cet après-midi d'été, de la plaine pendant les moissons. C'est une période que j'aime beaucoup, qui
qui est célébré dans beaucoup de chansons. On pense aux chansons juives, les moissons, mais on peut aussi penser à... Je crois que toutes les cultures célèbrent la fertilité et la moisson. Donc voilà, moi aussi j'ai à ma manière célébré les moissons. Donc ce jaune, j'ai procédé comme un peintre, j'en ai mis partout, je n'ai pas hésité à répéter l'adjectif de couleur jaune. Mon éditrice, quand elle a vu ça, elle m'a un peu tapé sur les doigts, parce que quelquefois je me fais taper sur les doigts, d'abord par mon éditrice, puis par ma correctrice, et à chaque fois j'essaie de me battre comme une louve pour défendre mon bout de gras. Donc j'ai tenu à ce qu'il y ait cette répétition de jaune, parce que comme je l'ai déjà dit, la répétition ne me fait pas peur, au contraire. Il faut oublier les leçons qu'on a apprises au CM2 ou en 5e, où on nous disait surtout pas répéter, trouver des synonymes. Alors je comprends, pour le vocabulaire c'est bien, ça développe, ça fait marcher les dicots de synonymes, mais moi je suis pas d'accord, je suis pas forcément contre la répétition. Donc voilà, de cette couleur, donc un tableau, une scène saturée de couleur jaune, de cette couleur est né un sentiment qui est l'ennui, enfin l'ennui c'est dans un premier plan, et au deuxième plan on verra que c'est plutôt une activité plus métaphysique. Ce jaune va faire ce qui sointe entre chaque ligne, va faire émerger l'ennui, une sorte de vertige. Alors ces petites filles qui doivent avoir moins de 10 ans, elles s'adonnent à des activités de petites filles comme jouer, elles font des petits jeux, elles sont accroupies dans le champ de paille, et elle regarde cette petite vie qui gigote entre les brins de paille qui sont liés à des sauterelles, des fourmis. Elles sont complètement hypnotisées par cette petite vie qui bouge entre les brins de paille quand on est à la campagne et quand on se donne la peine de s'accroupir dans l'herbe ou dans les champs, alors qu'on ne voit rien quand on est debout. Quand on s'accroupit et qu'on regarde, on voit un tas de vies minuscules, pour reprendre le beau titre de recueil de nouvelles de Pierre Michon, Vie minuscule, que j'aime beaucoup, Pierre Michon, Vie minuscule. On voit que dans ce monde s'agitent des tas de petits êtres, des fourmis, des sauterelles, toutes sortes d'insectes, et d'autres qu'on ne sait même pas nommer. Mais toutes ces activités, ces petites filles savent les nommer. Ce sont des activités de jeu qui sont inhérentes à l'enfance. Mais en revanche, quand elles lèvent la tête, elles ont un vertige. Elles ont un vertige parce qu'elles sont entourées de jaune et que l'immensité de la plaine fait que la tête leur tourne. Tout commence à tourner un petit peu autour d'elles parce que la couleur, parce que leur jeune âge perdu dans ce grand champ tout jaune qui va être moissonné, tout ça fait des sensations très, très fortes. Et donc elles ont une sorte de vertige. Et ce vertige, il est, je le dis bien, c'est un vertige métaphysique, parce que je crois que les enfants, ils s'adonnent à des activités de jeu, des activités, je sais pas, à la maison, domestiques, aider, faire les devoirs, faire un peu de ménage, ou que sais-je, ranger leur chambre. Mais ils s'adonnent aussi à des activités beaucoup plus profondes, qui sont, je crois, des activités de pensée, d'enquête du monde, d'enquête sur leur avenir, sur la vie, la mort, des activités beaucoup plus philosophiques. Et elles ont aussi une activité érotique qu'on va voir plus loin avec l'apparition de cette voisine. En tout cas, elles sont un petit peu noyées dans le temps, parce que tout d'un coup, pour elles, avec cette couleur jaune, l'immensité de ce jaune qui les noie, qui les submerge un petit peu, l'immensité de ce temps d'été qui s'arrête, parce que l'après-midi, le temps s'arrête un petit peu, parce qu'on n'a rien à faire, parce que c'est vide, parce qu'on pourrait croire qu'on s'ennuie, mais on ne s'ennuie pas, eh bien,
le temps s'arrête. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant dans la vie, c'est les moments où le temps s'arrête. Voilà, je trouve que ce sont les moments les plus intéressants de la vie. Le temps, c'est un thème central dans tous mes livres. Le temps, c'est pas seulement une succession d'instants qui mesurent exactement la même unité de mesure, qui est la seconde, la minute ou l'heure. Le temps, c'est aussi autre chose, c'est aussi quelque chose d'intérieur. Quand on lit Proust, qui à mon avis a fait, ça s'appelle La recherche du temps perdu, mais c'est pas seulement quelque chose sur la mémoire, c'est quelque chose sur le temps intérieur, sur les choses qui ne passent pas, que le narrateur a emmagasinées en lui et qui sont toujours présentes en lui malgré l'âge avancé ou du moins en dehors de l'enfance du narrateur. Donc cette expérience du temps, les enfants le font. Et à un moment ou un autre, ici elles sont dans un champ de blé, mais ça peut se produire bien entendu ailleurs, elles disent bien, Monica, petite fille, dit bien que leurs activités préférées c'est fouiller et c'est s'ennuyer dans le champ de blé. Fouiller, parce que j'ai précédemment dans mon recueil, dans mon livre Corps, il y a une scène aussi où les deux petites filles fouillent dans la chambre des parents, elles ouvrent le tiroir de la commode et elles sortent des bas, les bas de la mère, les bas nylon, parce que les années 50 ou 60, les femmes portaient encore des bas nylon, et elles sortent aussi une combinaison avec des dentelles, et elles sortent ça, elles extraient ça du tiroir de la commode de la chambre des parents, qui est une sorte de lieu interdit. Elles y vont quand même, elles poussent la porte quand les parents ne sont pas là, quand ils sont au champ, et elles examinent sous toutes ces coutures ces bas et cette combinaison en se projetant dans leur vie future de femmes. Elles pensent qu'elles ne vont jamais y arriver parce qu'elles sont plates comme des limandes, c'est normal, elles n'ont que 8 ans ou 9 ans. Donc cette activité de s'ennuyer dans le champ arrive en premier parce qu'elles n'arrêtent pas d'établir des hiérarchies. Cette activité de s'ennuyer arrive en premier avec fouiller. Fouiller, c'est l'enquête sur l'origine, la sexualité, le trou noir de l'origine, d'où on vient, comment on a été fabriqué, d'où on est né, pourquoi on est né. Et donc cette expérience du temps, qui est liée à l'ennui, est une autre expérience très, très forte pour ces petites filles. Alors il faut savoir que les petites filles savent tout nommer. Elles savent nommer la sauterelle, les fourmis, la paille, la moissonneuse-batteuse qui va arriver. C'est pour ça que j'ai arrêté ma lecture tout à l'heure. Mais ça, en revanche, elles ne savent pas le nommer. Et oui, pour cause, on ne sait pas nommer la pensée, on ne sait pas nommer la métaphysique, c'est à voir avec la mort, avec ce qui donne du sens à la vie, donc elles ne savent pas le nommer. Et donc elles voient bien que là il se passe quelque chose d'inédit, qu'elles sont confrontées à quelque chose qui les dépasse, qui est cette sorte de vertige, voilà, métaphysique.